Enfin, tous les matins, je me lève à 5 heures, je fais mon café, je lis le journal, je démarre, il est 5h30, 6h moins le quart, je fais mon tour de quelques kilomètres. Le sport, ça permet de durer, c'est, je crois, le meilleur médicament. Il y a 3 ans, je faisais le triple en courant comme un fou. Bon, là, il faut faire attention à la pompe à huile, quand même l'aménager. Et puis après cette marche, je vais aller faire mes 10 tours de piscine, et tous les jours, tous les jours. Alors ça permet quand même de maintenir une certaine condition physique. Toul, ben, j'y suis né. Vous savez, on vient souvent où la famille est enterrée, où on est allé à l'école et mon épouse me dit on serait quand même mieux à Paris ou à Nice. J'aurais pu avoir le choix. Mais enfin, je suis à Toul. Ben, en fait, moi, j'y suis pas parce que j'ai tourné beaucoup à travers la France, j'écris. Donc, Toul, moi, c'est mon sport le matin, ma piscine, et puis terminé. Après, c'est le boulot, quoi. Donc, je suis là comme je serais ailleurs, quoi, oui. Voilà le château. Je suis né à Toul, rue Jeanne d'Arc, dans une maison qui a été démolie par la guerre, qui n'existe plus, quoi, oui. Et puis là, je suis venu, j'avais demeuré aussi au Faubourg Saint-Ève, mais ma jeunesse, c'est quand même ici, quoi, voilà, de l'âge où je comprenais les choses. Alors c'est une baraque, là, c'est pareil, c'est la porte qui a été faite par mon père, la porte du soi-disant garage, vous voyez, il avait une petite voiture pour aller là. C'est des volets qu'il avait mis, qui ont été renforcés un peu. Alors le haut, là, c'était ma chambre, là-haut, hein, où il y a les chœurs. C'est des volets que mon père avait fait. En dessous, il y avait la chambre à coucher de mes parents. Là, c'était la salle à manger. Alors il a fait ça pierre par pierre, petit à petit, au fur et à mesure des économies. Et voilà la baraque. Alors le WC était au fond du jardin. Il y avait le puits qui était quelques mètres derrière, où on tirait l'eau avec un seau puis la corde. Hein. Et puis alors on se lavait une jambe, on se lavait l'autre, on se lavait le visage. Pas tous les jours, un peu le visage tous les jours, mais maintenant on prend la douche, les bains tous les jours, là c'était pas le cas. On continue un peu, voilà donc le jardin, où la mer était les pommes de terre, les carottes, enfin, qu'on fait partout, quoi, un jardin pratique, voilà. J'habite, je demeurais à côté, ben, je devais avoir 18 ans, elle avait 14 ans. Alors ma mère surveillait aussi ça de très près, elle me voyait avec une fille à dot, elle me dit, avec une fille qui a de l'argent, elle ne voulait pas. Elle disait, Gabi, tu n'auras pas mon fils, alors elle la poursuivait. Moi j'étais tenace, hein. Alors elle me disait toujours tu n'auras pas mon fils. Alors moi de loin parce qu'elle me coursait dans le jardin, puisque qu'est-ce que vous voulez, hein. On était dans le coin, on allait dans notre jardin et en passant loin chez elle, hein. Et elle disait tu n'auras pas mon fils. Et je disais si je l'aurais, mais de loin. Non, bon, on commençait à fricoter, quoi, on se démerdait, quoi. On n'était pas des arriérés, quoi, on n'était pas en retard, quoi. Et voilà. La famille Bijard, bah, c'était le père qui était employé au chemin de fer, une moustache, la petite casquette de chemin de fer. Et puis ma mère, dans ce milieu ouvrier, c'était une gueule de reine quand même. Hein. Elle avait aussi bien vu dans un château que dans cette baraque-là. Hein. Elle avait plutôt une tête de châtelaine que de vivre avec un petit employé de chemin de fer, qui était un brave homme, mais qui était un petit bonhomme comme ça, qui n'arrêtait pas de travailler, quoi. Je me rappelle, elle lui disait le dimanche, Charles, va te laver les pieds, enfin, oui. Vous voyez jusqu'où ça allait, quoi. Oui, oui. Eh oui, ben voilà. 1924, quel âge aviez-vous? J'avais donc 8 ans. 8 ans, mais je crois que là, c'était quand même l'année du certificat d'études. On passait le certificat d'études à 11 ans, sans faire une faute dans les dictées. Vous savez, 5 fautes, c'était 0. Calcul, multiplication. On travaillait quand même. C'est vrai, un type qui avait vraiment le certificat d'études donné. C'était un type qui faisait pas de faute dans une dictée. C'était un type qui savait compter, qui savait conjuguer le participe passé. C'était quand même... moi, j'envoie des lettres, je reçois des lettres de bachelier. Il y a 5-6 fautes en une page, quoi. Moi, je me souviens, j'étais le premier. Quand je revenais deuxième, il y avait l'explication avec ma mère qui venait trouver l'instituteur en disant « Vous favorisez la bourgeoisie, c'est pour ça que mon fils est deuxième. » Hein, voilà. Déjà, là, elle, fils d'ouvrier, il fallait que son fils soit le premier.
Et qu'est-ce que c'était un instituteur pour un... L'instituteur, c'était un monsieur, je vois encore monsieur David, là, je me souviens de lui. C'est un monsieur pour lequel on avait un grand respect. C'est un monsieur qui suivait une ligne droite, au point de vue vie de famille et tout. C'était un homme très très respectable. Et je sais que pas de gosse, pour moi, mon instituteur, c'était Dieu le Père, quoi. D'accord. 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 Dans 14 ans, je suis rentré là. J'ai commencé par faire des courses pour la banque. Et puis après, j'étais ce qu'on appelle au service du portefeuille, qui se trouvait derrière, avec une demoiselle qui s'appelait Milan, chef du service du portefeuille. Puis après le portefeuille, je suis passé au service des coupons, qui se trouvait quelque part ici. Ensuite, je suis passé au service des titres qui se trouvait là. Donc j'ai fait tous les services de 14 ans à 20 ans. Et puis à 20 ans, je suis parti faire mon service militaire, 2 ans. Libéré au bout de 2 ans, je suis revenu à la banque. Plus assuré quand même, hein, ayant fait le service militaire, faisant le sourire aux dames, j'avais beaucoup plus d'assurance qu'avant, quoi. Et puis 5 mois après, il y a déclaration de guerre, on nous rappelle. Et puis voilà, je suis jamais revenu, que comme client, et j'y suis toujours, quoi. Et lorsqu'il était employé à la Société Générale, vous vous souvenez de cela? Ah bah, je pense bien, j'allais l'attendre quand il sortait à 7 heures du soir et quelquefois je prenais les jambes à mon cou sans rien dire à maman et j'allais l'attendre à la porte, à la petite porte. Ah oui, oui. D'accord, c'était déjà donc une relation d'amitié. Oui, très, oui, très, enfin à ce moment-là c'était plus de l'amitié, mais enfin... C'était déjà de l'amour, donc. Oui, 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 oui. Je faisais mon service militaire à Haguenau et nous étions détachés dans les blocos, dans les avant-postes. Et là, c'était le village où de temps en temps on pouvait descendre. Vous voyez, un village alsacien charmant, propre. Ça n'a pas changé, ça s'est plutôt amélioré parce qu'il y a une nouvelle construction. Mais ce retour en Alsace, ça me remue quand même. Ça, toute ma jeunesse, libérée en 1938, ça fait quand même 56 ans. Donc ça fait quand même un bout. C'était mortel l'armée. À l'époque, on stagnait, on était là, puis il n'y avait pas de vrais tauliers qui vous prennent par le cœur et par les tripes. Tout ça, c'est toujours pareil. C'est valable en France. Un vrai suffirait, quoi. En septembre 1938, je reprends mon travail à la Société Générale à Toul, et puis mars 39, ça va très mal avec les Allemands, on nous rappelle. On rappelle, c'est la drôle de guerre, on ne sait pas trop. Alors donc je rejoins Haguenau, et là, comme c'est la drôle de guerre, ce n'est pas la guerre encore, je dis, moi, faire mon service militaire, maintenant l'armée, c'est quelque chose, défendre ma patrie. Autant j'étais antimilitariste, là, il va y avoir la guerre. Alors là, je fonce, hein. Je fonce, les cheveux coupés à 2 cm, brevet de chef de section, 60 candidats, je suis reçu le premier. Donc je passe sergent, brevet de chef de section, ça permettait de passer officier de réserve. Donc, et puis alors septembre 39, Hitler envahit la Pologne, ça va de plus en plus mal. Et là, il demande des volontaires pour les groupes francs. Alors je me porte tout de suite volontaire pour les groupes francs. On nous regroupe dans ce village de Trimbach, près de la frontière, avec 2 lieutenants et moi sous-officier, avec un groupe de combat d'une douzaine d'hommes. Le 22 juin 1940, après la signature de l'armistice, le sergent Bijard est fait prisonnier les armes à la main, puis emmené en captivité en Allemagne. Il ne songe qu'à l'évasion. Après 2 échecs successifs, il parvient à s'évader lors de sa 3e tentative. C'était ma 3e évasion. Et je choisissais des dates patriotiques. Le 14 juillet, ça avait loupé. Et là, c'était le 11 novembre 1941, à peu près la date où notre président de la République, M. Mitterrand, s'évadait. C'est une coïncidence, mais on n'était pas dans le même coin. Alors là, je m'étais porté volontaire pour travailler dans une ferme. Après la baraque des évadés, il faut récupérer. Alors dans une ferme où j'avais 12 vaches à traire, j'étais très aimé par le M. Libert, je me rappelle du nom, propriétaire, qui avait une femme gentille, une fille qui était mignonne en plus. Mais enfin, je me contentais de traire les vaches. Bon. Et puis alors là, donc, étant en forme, je suis parti, traverser le Luxembourg, l'Allemagne, le Luxembourg, puis arrivé ici, les Allemands n'étaient pas très loin, et on m'avait donné quand même une casquette d'employé de chemin de fer, et j'étais dans le train, et à Pagny-sur-Moselle, le train s'arrête, Pagny-sur-Moselle, où demeurait ma sœur.
Ici même. Alors qu'est-ce qui monte dans le train? Ma sœur. Imaginez ma surprise, moi je ne dis rien. Elle s'assied en face de moi, j'avais changé, peut-être un peu amaigri. Elle commence à se dire, monsieur, je m'excuse, vous ressemblez tellement à mon frère. Elle commence à pleurer, je dis, fais gaffe, écrase-moi, les Allemands sont dans le train, c'est pas le moment de me faire piquer, quoi. Alors j'ai donc voyagé avec ma sœur jusqu'à tout l'imaginer, c'est vraiment du cinéma, quoi, oui. Incroyable. J'étais même pas à Toul, j'étais parti à Nancy pour déménager ma tante. Hein. Et puis alors au retour, enfin j'étais parti pour la journée avec maman. Et puis au retour, j'ai appris qu'il était là, naturellement. Je frappe, ma mère m'ouvre, hein. Elle est vachement émue. Et là donc je vois Gabi, bon, on couche ensemble, hein. On faisait quand même gaffe de ne pas avoir d'enfants. Et puis je prends le train, je continue, moi la zone était occupée jusque Nice. Nice c'était la zone libre, avec mon camarade d'évasion. Et là à Nice j'écris à Gabi en disant la mer c'est formidable, tu verrais ça. La première fois que je voyais la mer, moi, bon. Alors qu'est-ce que j'avais pas dit là? Je suis passé en fraude dans le Jura, avec un passeur, enfin, il y avait des combines, hein. Enfin, c'était amusant de toute façon. Je suis arrivé un peu fatigué, un peu flétri, c'est parce qu'on passait à travers champs. J'ai une preuve d'amour, on va se marier. Alors, on s'est marié, mon témoin, c'était mon camarade d'évasion, sa femme qui était présente. Donc, vous voyez, tout ça, c'était un peu du cinéma. Moi, je ne voyais pas me marier qu'à la mairie, hein. Ça, il fallait que le mariage soit béni à l'église, mais enfin, inutile de vous dire qu'il a bien ri, hein. Pourquoi? Parce que mais non, il a pris tout ça à la rigolade, la confession, tout ça. Alors, il a confessé, mais enfin, vraiment, ça, il était un petit peu surpris des questions. Alors, quand je suis passé au confessionnal, j'ai entendu les bancs se bouger parce qu'il est venu écouter ce que je disais. Ah oui, c'était... Oh, là, sur les jours du mariage, on n'a jamais autant ri, hein. C'est vraiment... Parce qu'il prenait tout à la rigolade, hein. Rengagé dans l'armée, il rejoint Dakar, puis passe au Maroc et en Algérie. Promu sous-lieutenant, il est volontaire pour faire un stage avec les parachutistes anglais. Sa mission, libérer l'Ariège, son grade, chef de la résistance en Ariège, son nom de résistance, Aube. Il est parachuté sur la France avec le major Bill Probert et le lieutenant John Deller. Foix est libéré le 19 août 1944. Le 21 août, un convoi allemand se dirige vers Foix. Avec les résistants et les guérilleros espagnols, Bijard intercepte la colonne qui vient de brûler le village de Rimont. On attend, on matraque, ils ont beaucoup de tués. Et je me souviens, au milieu de la route, un drapeau blanc, c'était le commandant SS lui-même, avec un interprète, j'étais peut-être à 150 mètres. Alors je vais vers lui, seul, et le commandant Royo d'Espagnol, qui était un gars qui avait bagarré en Espagne, prépare tout, il dit le moindre truc, je pétrole tout le monde, quoi. Bon, bref, même peut-être moi en même temps. Bon. Alors j'arrive près du commandant allemand avec l'interprète, une belle gueule de SS là. Alors il me dit voilà, je vous demande quelques arrêts de combat pour évacuer mes blessés. Je dis pas de problème, ça va être fait. Vous voyez, nous sommes de l'armée régulière, battle dress, on avait le béret para, bon. Et alors je lui dis mais écoutez, commandant, réfléchissez, vous voyez ce qui se passe. On se replie d'embuscade en embuscade. Nous sommes de nombreux parachutistes. Vous voyez, je suis parachutiste, j'ai un Anglais avec moi qui est resté là-bas. Et nous coiffons beaucoup de maquis d'ici, fois. Alors, il y a peut-être 20, 30 embuscades. Il y en a dans tous les 3-4 kilomètres, vous n'en sortirez jamais. Alors, je vous demande de réfléchir honnêtement, quoi. Parce que moi, je suis un soldat comme vous. J'ai été parachuté, je fais mon métier, quoi. On discute, très sympathique, finalement. Dis, je demande à réfléchir. Puis 5 minutes après, il dit, bon, on se rend. Le lendemain, nous avons donné une soirée au profit des sinistrés de Rimont, une soirée où ces dames sont venues en robe de soirée, ça revivait avec le major anglais, le lieutenant canadien, tout ça, gros succès, et on a vendu mon parachute aux enchères 40 000 francs, et la soirée a rapporté 260 000 francs, une maison valait à l'époque 30 000 francs, quoi.
Salut les paras. 9e. Très bien, ils ont de la gueule. Merci. Merci. Ça va? Et la pêche? J'étais beau à l'époque, hein. Alors là, il fallait que je ferme la porte de l'hôtel, ouais. Les filles voulaient me violer à l'époque, là. Hein, oui, oui. Voilà mon fils. Comment ça va? J'en profite, hein. Ah oui, bien sûr. Voilà. Vous avez vu la belle petite qui était à la télé, là, qui a chanté Mon Légionnaire, hein. Puis elle avait un beau balcon, là, je regardais un peu. Robert, oui. Oh, Robert, je t'envoie. Eh ben, dis donc, t'es toujours là, bah oui. Et donc je pense que c'est avec beaucoup d'affection que je vous remets cette médaille au nom de tous les succès. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire, merci bien. Merci d'avoir pensé à moi. La ville de Foix a quand même mis le temps, hein, 50 berges, avant de dire merci à Bijard. Et c'est lui qui le fait. C'est à nouveau, merci. Bon. Octobre 1945. Le capitaine Bijard a 29 ans lorsqu'il embarque à Marseille avec le corps expéditionnaire français pour l'Extrême-Orient. Entre 1945 et 1954, il effectuera 3 séjours en Indochine. J'étais un capitaine commandant une compagnie du 23e régiment d'infanterie coloniale. J'avais donc un chef de bataillon qui était là avec ses compagnies. Moi j'étais capitaine. On a mis 3 semaines pour venir de Marseille à bord du Skogum. C'est long, 3 semaines. Le premier débarquement sur cette terre indochinoise, c'était donc ici, sur les quais d'Haïphong, mars 1946. C'était hier. Après un bref séjour à Haïphong, Bijard et sa compagnie passent des semaines difficiles à Hanoï au cours de la drôle de paix avec le Viet Minh. J'arrive à Hanoï et on me donne à tenir en carrefour. On était là, on a l'air, qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Alors ils demandent des volontaires pour encadrer la haute région tonkinoise. Malgré le regret de quitter les hommes que j'avais formés, de ma compagnie, je suis parti en haute région. C'est là où je me suis retrouvé à Tuyen Chau, à Tien Phoc, et de là on a repris tout le pays Thaï sur 150 km. Un pays d'aventure, une terre d'aventure, un pays sympathique, un pays chaleureux, où on a l'impression d'être, à l'époque, 100 ans en arrière, encore maintenant, on est loin du monde moderne, on est loin des voitures, on est loin de tas de choses, donc c'est un isolement qui vous prend aux tripes, et pour avouer, bah, ça m'a pris aux tripes, puisque j'y suis revenu, quoi. Dès qu'à un coin possible, la rizière s'installe, les gens travaillent, ils font leur petit village. C'est peut-être le secret du bonheur, loin de tout, entre eux. Quand on a adopté ce pays qu'on l'aime, moi j'avais du mal de m'en passer, c'est sûr. C'est un pays très prenant de par sa beauté, de par la qualité des gens, leur beauté. C'est toujours des traits très beaux, ça fait une race saine, propre, travailleuse. C'est une fourmilière qui travaille comme elle travaillait toujours. Personne ne s'arrête dans ce pays, il y a toujours beaucoup à faire parce qu'ils vivent sur eux-mêmes. Faut travailler pour vivre, faut avoir sa nourriture, faut avoir son élevage. On vit sur soi-même, donc ça représente beaucoup de travail. Et j'ai toujours dit, ce pays d'Asie, 72 millions d'habitants, le jour où ça pourra exploser, ce sera une perle de l'Asie. On n'en est pas là, mais c'est une race tellement courageuse et travailleuse que l'avenir leur tend les bras, c'est sûr. C'était une période formidable. J'étais, si vous voulez, le chef de ce pays Thaï, quoi. Aidé par les chefs de province des Haut-Van-Long et de Haut-Van-Tu qui me donnaient leurs amis, quoi, voilà. C'était merveilleux. C'est là où mon épouse, invitée par l'administrateur qui s'appelait M. Riner, débarque à Sonla. Imaginez ma surprise de trouver mon épouse là. Bon, alors elle était là pendant que moi j'y étais jamais, puisque je ne cessais de progresser, quoi. Et donc mon épouse était là, je revenais tous les 45 jours.
Alors en général. Bonjour. Là, bah, mon Dieu, j'avais la joie quand même de le voir de temps en temps. Hein. Je le voyais une fois tous les 45 jours. Hein. Mais enfin, c'était quand même pas une vie assez agréable parce que j'assistais à des enterrements chaque jour. Hein, et tout d'abord, je n'ai pas été autorisé par les militaires. J'étais invité par l'administrateur. Et quand on aime un homme, quand son amour est à côté et Ah qu'on bah voit oui. des gens mourir, qu'est-ce que l'on pense? Ah ben ça c'était atroce. Hein. C'était atroce hein, parce qu'il ramenait des gars que j'avais connus. Hein. J'étais heureux de se retrouver, mais elle sentait bien que c'était difficile pour moi. Elle sentait bien que je la voyais 5 minutes puis que j'allais partir me rebattre. Donc pour elle c'était quelque chose d'inquiétude en disant est-ce qu'il va revenir, comme toutes les femmes. Mais quand elles sont loin, elles se rendent moins compte. Tandis que là, l'état national, vous y arrivez les blessés, tout ça. Alors elle se disait un jour ça va être le mien, quoi. C'est sûr, c'était dur pour elle. Mais enfin, elle me sentait près d'elle, quoi, voilà. Et pour vous, c'était comment? Bah c'était un réconfort moral de la sentir si près de moi, quoi. Pour un peu que j'aurais mis une tenue de parachutiste, elle serait venue se battre avec nous, quoi. Vous étiez vainqueur, conquérant, aimé. C'était une belle période. Oui, c'était une période formidable. La jeunesse, ça n'a pas de prix, quoi. C'était merveilleux. En décembre 1953, au cours de l'opération Castor, Bijard, avec son 6e bataillon, est parachuté une première fois sur Dien Bien Phu. Après des opérations au Laos, Bijard saute à nouveau en mars 1954 sur Dien Bien Phu pour la grande bataille. C'est leur victoire. Donc c'est notre branlée, alors ne mélangeons pas. Ça évoque quoi pour vous, mon général? Comment, bah, ça évoque 40 années derrière, 4 décennies, et c'était hier pourtant. Hein, c'est des choses auxquelles on se souvient et on pense journellement. Je suis pas venu là par hasard. Je crois qu'il est bon de reparler de Dien Bien Phu, qui est une défaite de l'armée française. C'est le dernier combat de l'armée française, mais que d'héroïsme, que de sacrifice. Et en étant là, j'envoie tous mes lieutenants, tous mes camarades, capitaines ou commandants, qui sont morts là, qui sont morts en captivité, qui meurent des suites de la captivité. Tout le monde disparaît. Alors, je suis encore un des vestiges. Alors, il est bon de laisser quelque chose avant, comme je dis toujours, de larguer mes cendres sur Dien Bien. Après la défaite et 4 mois de captivité, c'est en septembre 1954 la libération des camps Viettes. On ne savait pas ce qu'il était devenu. Hein. Mais pendant 4 mois, je ne sais plus comment j'ai vécu. Je préférais ne plus voir personne. Heureusement, j'avais ma famille. Mais c'était affreux. Je préférais ne plus... D'ailleurs, j'étais beaucoup plus marqué que lui quand il est venu. C'est vrai. Physiquement, moralement, j'étais... à bout, hein. Il était d'une maigreur effrayante quand ils les ont libérés. Hein. Lui, rien ne l'a jamais marqué. Hein. C'est vrai, il est étonnant pour ça. C'était un très bon moment qui coupait une période dure de fauve, de combat. Donc c'était quand même une bonne détente, c'est sûr. Pour une fois, j'étais avec mon épouse. Donc c'était quand même une période merveilleuse. Elle qui aussi venait de Saint-Lorraine, c'est la première fois où elle tournait. Donc c'était quelque chose de merveilleux pour nous deux. Voir d'où on était partis d'un petit coin de Lorraine, là, paumé, se retrouver dans cette baie d'Allons après avoir guerroyé contre les Allemands, parachuté sur les Allemands, les évasions, les captivités, 2 séjours d'Indochine qui se terminaient comme ça, c'était quand même merveilleux, quoi. Et je n'avais quand même, en 1950, je n'avais que quand même 34 ans, j'avais 34 ans, j'étais encore tout jeune, quoi, oui. Et ma femme avait 30 ans, quoi, oui. C'était vraiment formidable. Là, c'était merveilleux. Hein. Ça, on était dans ce centre de Vatchai, là. Je ne sais pas s'il existe encore comme hein. Mais tout nous paraissait merveilleux. Hein. On se baignait, c'était formidable. C'est un sacré retour en arrière vers votre passé, parce que il y a 50 ans, vous plongiez dans cette même baie. Ah bah oui, dans cette même baie, mais d'une façon plus élégante, les jambes bien serrées. C'était un vrai plongeon, là. Tandis que là, ça fait un peu le crapaud qui se jette à la vaille, quoi. Enfin, c'était ainsi, quoi.
Un bureau, ben, c'est un endroit un peu tenant compte de la vie que j'ai menée, comme j'y tourne un peu partout. C'est quand même, dirais-je, une espèce de recueil, une espèce de petit séminaire. Et j'ai mis ce qui était un peu le plus parlant, si vous voulez. Mais il y en a partout, quoi, des souvenirs, oui. Voilà, Indochine, voilà, c'est dans l'abri à Dien Bien Phu, avec le colonel Langlais qui est mort, qui s'est suicidé, Touret qui est mort depuis son retour, Botella qui est mort, Guiraud, je ne sais pas ce qu'il est devenu, puis Bijard qui est là au milieu. Voilà, c'était à la fin dans notre abri souterrain à Dien Bien Phu, peu de jours avant la chute. C'est ici, à l'école militaire de Paris, que le lieutenant-colonel Bijard reprend du service. Il vient de passer en famille quelques semaines de repos à Toul, sa base arrière. Brutalement, je suis désigné comme instructeur à l'école d'état-major. Moi qui n'avais pas fait ni école de guerre ni école d'état-major, je suis désigné comme instructeur. Nous étions venus quand même après Dien Bien Phu, les paras, le commandant Botella, Brechignac, tous ces gars qui avaient baroudé en disant quand même on va demander des explications. Qu'est-ce qu'on a foutu dans cette cuvette, quoi? C'était quand même une erreur. Alors ils ont bien joué, on met Bijard là, on en met un autre à Lille, l'autre à Marseille, donc on a complètement éclaté. On était un peu des pestiférés, il fallait pas trop nous montrer, donc je me suis retrouvé dans cette école. Bon, puis 1 an, ça a bien marché, paraît-il j'ai eu de bonnes notes, et ensuite la guerre d'Algérie, je suis donc reparti avec le 3e régiment parachutiste. Alors en Algérie, Bijard a détruit une bande, Bijard a fait ceci, Bijard, tous les jours des articles sur les journaux. Je comprends que le commandement était un peu énervé par ce Bijard dont on parlait, bon déjà à l'époque comme commandant, hein, commandant lieutenant-colonel, mais il sentait quand même que la presse était pour moi, alors il faisait gaffe quand même, hein, il faisait attention. Kessel qui était venu me voir en Algérie en disant moi me méfiant des vedettes, j'étais venu observer froidement Bijard. Et il dit au bout de 48 heures, je suis pris, séduit, je suis pas le suivre au bout du monde. Formidable Kessel, un sacré type. Hein. Après avoir marché et peiné avec les soldats de l'opération Jumelle, Jean Lartegui, que vous voyez à gauche, et Pierre Schendorfer sont allés à l'autre bout de l'Algérie, à 600 km de là, dans le secteur du colonel Bijard. Nous faisons une guerre, pas pour nous, pas une guerre colonialiste. Bijard n'a pas de chemise, mes officiers non plus. Nous nous battons ici pour eux, pour l'évolution, pour voir l'évolution de ces gens-là. Et c'est une guerre à eux, nous défendons la liberté, au même titre qu'à mon avis, nous défendons la liberté de l'Occident. Nous sommes ici des ambassadeurs, des croisés qui nous accrochons pour que nous puissions continuer à parler et avoir le droit de nous exprimer. Alors vous avez l'impression maintenant, après cette longue marche, que vous avez faite comme aucune bête n'aurait pu faire, que vous débouchez maintenant sur quelque chose, sur une forme d'espérance et peut-être sur une solution en Algérie. Ben oui, nous le souhaitons ardemment. Maintenant, nous sommes commandés, nous faisons confiance à un patron qui est à la tête du pays, et nous sommes persuadés, nous savons qu'il sera et qu'il est dans le vrai. Mais vous sentez que vous tenez le bon bout maintenant? Je l'espère, autrement je ne serais pas là. Et en Algérie, dès 56, je me disais, tout ça, ça n'en finira jamais, on recommence l'histoire d'Indochine. Piste sans fin, j'avais dit, qui ne mène nulle part. Donc vous voyez, c'était net, dès 56, je disais, piste sans fin qui ne mène nulle part. Piste sans fin qui ne mène nulle part. Une piste qui ne finit jamais. Voilà, les belles photos. Belle photo de Flamand, voilà. Ouais. Et dans aucune bête au monde, là, on tombe sur Santenac. C'est un homme formidable et j'ai choisi un sous-officier parce que d'abord, c'est un type exceptionnel, vous savez, le type qui a fait l'Indochine. Prisonnier à Dien Bien Phu, un des rares qui réussit son évasion. 3 mois, il traverse les lignes Viet pour arriver à Hanoï. Il rentre en France, il sait que je suis en Algérie, il vient se rebattre avec moi au 3e parent en Algérie. Et là, garçon blessé 7 fois, médaille militaire, Légion d'honneur, un type sensationnel, quoi, d'un courage inouï. Et dans le désert, à Timimoun, des corps dignes de lui, là, il y a les dunes dans le désert, alors on donnait un assaut, et en passant au-dessus de la ligne, hop, il prend une rafale dans le ventre, et je me pose près de lui, je dis, Santenac, t'en as vu de l'eau, tu t'en sortiras, c'est ta Xème blessure, tu t'en es... Il m'a dit, non, là, j'ai une rafale dans le ventre, dans quelques minutes, c'est terminé, quoi. Et avant de mourir, il est allongé sur le sable, il salue, il dit, Kiosgan, j'ai perdu aujourd'hui, alors, il est là. Ça vous marque?
c'est à Berthelot, dans le secteur commandé par le colonel Bijard, que le général de Gaulle a commencé son voyage de 4 jours en Algérie. À Saïda, le président de la République a passé les troupes en revue, parmi lesquelles le commando Georges, composé uniquement de musulmans et en grande partie de félagars alliés. Première visite du général de Gaulle en Algérie, Bijard reçoit de Gaulle. Quel honneur, hein. J'avais jamais vu de Gaulle. Bon, donc de Gaulle se pointe à Saïda, chef de l'État, plus tout neuf non plus, hein. C'est plus le de Gaulle très mince de la Libération, là, mais enfin c'est un grand monsieur, un monument. Bon, on n'insiste pas là-dessus. Donc il passe la journée avec nous, il déjeune avec nous. Et il observe, il regarde, il savait donc qu'on m'avait donné un secteur pourri et que Bijard, en moins de 2, avait libéré complètement. Il y avait plus de félagas dans le secteur, on en avait tué, on en avait blessé, mais c'était fini, quoi. Quand il est parti, je lui donne un dossier militaire où je disais que les généraux n'avaient rien compris à cette guerre subversive, ce qui était vrai, et un dossier politique où je disais « Je suis Algérie nouvelle. Faut promouvoir l'élite musulmanes, les mettre en place. Des gens inquiets vont dire que c'est ouvrir la voie d'indépendance, il s'agit de savoir ce qu'on veut ou risquer de tout perdre. Sans le savoir, j'étais dans l'esprit du général de Gaulle, tout en respectant mes camarades qui avaient dit je resterai Algérie française, ils ont été jusqu'au bout. Et je tire mon chapeau, c'était des types admirables et courageux. Mais enfin, moi je voyais différemment, ayant eu l'Indochine, où Leclerc déjà avait dit en Indochine, en 1946, il faut traiter avec Ho Chi Minh. Et moi je savais quand un pays ne vous veut plus, il faut partir d'une façon la plus correcte possible. Alors donc de Gaulle est parti avec ça. Et de Gaulle meurt le 9 novembre 1970, et le 8 octobre 1970, un mois avant sa mort, je reçois un bouquin de Colombin envoyé par lui, Mémoire d'espoir, envoyé par de Gaulle, où il y a une belle dédicace en première page, et dedans, il y a un endroit où il cite le jour où l'héroïque Bijard me recevait à Saïda. Un mois avant sa mort, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour dire j'envoie mon bouquin à Bijard? C'est quand même quelque chose que je n'ai pas oublié, hein. Moi, de Gaulle, c'est quand même un sacré monument, quoi, oui. Avec son bataillon, Bijard monte un grand nombre d'opérations héliportées de contre-guérilla. Cette nouvelle forme de guerre, héritée des expériences indo-chinoises, basée sur le renseignement et la mobilité des troupes, mènera la vie dure aux rebelles. Ayant refusé de rétracter les critiques qu'il avait faites contre l'état-major d'Alger, le premier para de France est rappelé à Paris par le général Salan. En famille, avec Gaby et Marie-France, c'est le retour à la base arrière. Cinq mois de congé forcé à Toul, puis c'est un nouveau commandement à Bouar, au centre de l'Afrique. Bijard y prend la tête du 6e régiment composé de 2000 hommes, dont les 3/4 sont africains. C'est ici, au camp Leclerc, que Bijard revit ses 30 mois d'exil. Je suis arrivé ici la première fois en juillet 1960 et je suis reparti en janvier 63, c'est-à-dire 30 mois. Après l'Algérie, après l'Indo, après Dien Bien, se retrouver dans ce coin paumé d'Afrique, je me suis dit, mais merde, je vais en crever, quoi. Je vais en crever, puis alors j'ai vu, j'avais tout de même 2000 hommes qui étaient à boire, dont du génie, des types qui tournaient en rond, le génie qui nettoyait les machins, qui bouchait un trou. Alors j'ai dit, c'est pas ça. Au bout de 3-4 jours, je réunis tout le monde. Je dis, voilà, je suis en pénitence ici pour 30 mois, voilà, je viens de voir le bled, là. Il faudrait que ça change, ce sera autre chose, quoi. Bon, d'abord au point de vue allure, au point de vue marche, au point de vue manœuvre, vous allez en baver, c'est sûr. Le camp a une sale gueule, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de chapelle, il n'y a rien, donc tout ça, ça va changer. Alors, tout va bien? Très bien. Vous avez le bon gabarit, vous faites pas trop mal en arrivant au sol, là, ça va, c'est la formule, ça, oui. 30 mois un peu en exil. Pourquoi en exil? Moi je pense à l'époque, vidé d'Algérie, il y avait d'abord les militaires, il y avait le pouvoir politique qui était un peu gêné de la popularité de Bijard. Je suis vidé un petit peu après l'histoire de l'Ouest, mais ça n'avait rien à voir avec ça, quoi. J'ai toujours été 100% militaire, mais en disant ce que je pensais au point de vue militaire, sans me mêler de politique, tout en disant ce que je pensais, mais en restant toujours dans la légalité.
croire et oser trouver ça aujourd'hui, 34 ans après, au cœur de l'Afrique, ça fait quand même plaisir, quoi, oui. Servir et construire, c'est devenu la devise de vos parachutistes? De l'époque, oui, ben, bien sûr, c'est un esprit, il n'y a pas que la guerre. Hein. La guerre, quand il n'y a pas la guerre, il faut bien faire autre chose. Et construire, eh ben, c'est aussi passionnant que de faire la guerre, c'est sûr. Alors voilà, donc c'était réalisé lorsque j'étais là, il n'y avait rien du tout dans ce secteur. Alors tout ça c'est fait avec du granit et c'est à moins de gueule parce que la latérite rouge est revenue là-dessus. Le bar, il est toujours là, cette paillote, mais c'était actuellement des gros troncs d'arbres qui venaient tout ça. Ça avait une couleur beaucoup plus locale. Mais enfin, c'est resté quand même, c'est resté. Et puis alors là, la piscine, la grande piscine, et puis la petite pour les enfants. Là, des plaques de ciment où on mettait les parasols, là, voilà. Là, il y avait le terrain de volley, donc vous voyez, tout ça a été parfaitement entretenu. Ça fait 34 ans, c'est encore là. C'est quand même pas mal, je suis agréablement surpris dans ce domaine-là. Bonjour mon père, comment ça va? Heureux de vous serrer la main, hein, oui. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Voilà, très bien. Bonjour, nos Centrafricains. Comment ça va? Ça va bien? Bonjour, ça va? Allez, on fait la bise. Voilà. Oui, c'est l'église Bijard, là. Oui. Vous priez pour moi de temps en temps, mon père. Hein? On en a besoin, oui. On en a besoin. Mon général, il est rare de vous voir dans une église. C'est votre chapelle ici? Oui, mais j'aime bien les construire quand même, oui, oui. Après les avoir construits, je sais que les pères prient pour moi, alors c'est pas la peine que j'aille à la messe, quoi. Allez. Ça fait plaisir de vous voir, hein. Alors, voilà. C'est bien. Ils ont même la casquette, là, oui. Voilà. Ça va? Ça va bien? Merci. Bonjour, messieurs, bonjour. Voilà. Il a la casquette, là aussi. Là, les anciens. Voilà. Général de Gaulle envoyé 2 millions. Bonjour, voilà. Général de Gaulle envoyé 2 millions. Général de Gaulle envoyé 2 millions soldats. En avant. En avant. En avant, c'est bon soldat. En avant. En arrière. En arrière. En arrière, oui. Mauvais soldat. En arrière. En arrière, mauvais soldat. Jawali Kwe. Jawali Kwe. Jawali Kwe, Mati Bira. Bravo, bravo, tous mes compliments, c'est bien, c'est bien. Parmi ces hommes, il y a des hommes qui ont servi avec vous ici à boire. Ah, je pense. Voilà, ok, merci. Même étant perdu dans ce coin d'exil, Bijard redémarrait à nouveau. C'est vrai, c'était comme ça, quoi. Donc j'ai pas vu passer le temps, ça a été quelque chose de formidable. Des gens qui ne demandaient qu'à foncer, qu'à répondre. Et on avait un camp, quand je l'ai quitté, qui était formidable, avec de la piscine, le temple, la chapelle. Tout ça avait démarré très très vite. Et finalement, ça tombait presque bien, si vous voulez. J'étais en dehors de tout, loin du monde, loin des bassesses humaines. Quand vous êtes le glorieux en Algérie, on ne parle que de vous. Et vous trouvez là d'un seul coup, là, au cœur de l'Afrique, dans ce coin paumé de Bouhar. Alors imaginez un petit peu ce que ça peut faire quand on arrive, hein. Et puis alors tout de suite, bon bah il faut, allez, accroche-toi, il y a moyen de faire quelque chose. Alors je vous dis des manœuvres très dures, des travaux, tout ça. J'ai pas vu passer mes 30 mois formidables. T'as une sale gueule, mon pote, hein. Il va faire peur, là, oui, voilà. La paf. Ça rappelle quelque chose, et on s'entraînait, vous savez, là, on avait un chef de bataillon qui s'appelait Pampan, parce que toute la journée, il était comme ça. Alors, fallait le faire, on finissait par avoir de la corne, là, et ça, c'est vraiment une arme terrible aussi, ça. Ça, le coup de boule et le coup de genou, je pense, là, ça fait mal aussi, quoi. Ça, c'est bon, il y a ne serait-ce que la prise à l'arbre, là. Mais enfin, il faut que le type se laisse faire, quand même. Enfin, c'est bien, c'est bien. Vous s'en revivre. Bah oui, il faudrait 30 ans de moi, je me mettrais à terre pour voir s'il est capable de me foutre en l'air comme ça.
Donc le poste de combat se trouve en hauteur. Ici. Donc confectionné à l'aide de rondins, plusieurs fourches. Et pour protéger tout ce qui est base jungle. Bonjour fils. Très bien. Faut peu de choses pour sauver un bonhomme, faut y penser. C'est pour ça que c'est utile tout ça quand même. Vous savez. Ouais. On ne sait pas ce qui peut se produire demain. Hein. On leur souhaite pas des on dirait comme ça, mais enfin. Celui-là aussi c'est inoffensif. Celui-là il vit encore, oui. Et ça se traduit par quoi celle-là si on est piqué? Ah, une grosse fièvre, oui. Puis là, le serpent en plus. C'est le champion, là, oui. Il y en a qu'on mange, non? Oui, si, il y en a qu'on mange. Là, on a celui-là, il est bon. Enfin, ouais. Ça, c'est bon, là, oui. Entre ça et ça, on avait de quoi casser la croûte, quoi. Hein, c'est vrai? Après un bref passage à l'école de la jungle du 3e para, Bijard rentre à Bangui, capitale de la République centrafricaine. Au nom des caporaux-chefs de la 2e compagnie du 3e RTIMA, je vous remets cette plaque sur laquelle est inscrite la prière des paras, qui, je pense, est un exemple de votre carrière. Et comme vous avez su donner une devise aux 3, être et durer. Voilà mon général. Merci. Alors ma devise c'était croire et oser. Puis les années passant, ben faut être et durer, parce qu'on a pu être, mais il faut durer dans la vie. Et il y en a un qui dure, qui m'a piqué ma devise, c'est le président de la République, Mitterrand. Il est toujours là, intellectuellement. Je suis pas d'accord avec lui, mais il est là, il tient le coup intellectuellement. Et s'il avait encore 10 ans de moins, croyez-moi, il foutrait la merde, c'est sûr. Hein. Tiens, je vais embrasser la blonde. Le général Bijard fait partie de ces bâtisseurs de ce pays. Moi, je ne suis pas militaire, mais tous ceux qui, civils et militaires, ont contribué à faire connaître la République africaine hier au Bangui-Chari, nous leur devons beaucoup et le général Bijard, c'est un de nos monuments. À notre président, hein, à notre, hein, Léonce Patassé, toujours heureux et fier de me retrouver en RCA, et particulièrement aujourd'hui avec vous, cher président, votre vieux soldat. Voilà, président. Voilà, président. Mon cher ami. Bon, puis j'embrasse un président. Voilà, j'embrasse un président. Quand toutes les guerres sont finies, en 1964, on me fait faire l'école de guerre. Je reviens dans cette maison pour faire l'école de guerre. Alors je me suis dit, je ne travaille pas, je ne serai jamais général. Alors à fond, à bloc, mon épouse voyait les cartes étendues dans mon salon où je manipulais les divisions, les corps d'armée. Enfin, je bossais comme un nègre. Hein. Et quand c'est terminé, le général qui commande l'école de guerre, 7 ans après, 1964, me dit, mon cher Bijard, voilà les notes que vous avez, bravo. Il me fait mettre un témoignage de satisfaction. Vous avez amené l'exemple, votre exemple, vos connaissances ont servi à tout le monde et il me met de bonnes notes partout. Alors je dis, mon général, maintenant que vous avez mis les notes, vous pouvez plus les enlever. Il me dit, pourquoi, Bijard? Non, je peux pas les enlever. Ben, je dis, mon général, j'ai ma petite revanche, je peux vous dire, heureusement que j'ai fait votre école de guerre après avoir fait vraiment la guerre, parce que j'aurais pris de sacrés frottés avec vos hypothèses 1, 2, 3, 4, 5, vous savez, la guerre, ça se décide vite. Alors, merci quand même, mon général. Et voilà comment j'ai eu ma petite revanche vis-à-vis de l'école de guerre. Il part en poste à Dakar, à Madagascar, puis à Bordeaux, où en janvier 1975... Et on l'a convoqué à Paris, on ne savait pas du tout, hein. Alors Giscard l'avait convoqué, puis lui avait dit, bon, bah, j'aurais besoin de vous, et puis, enfin, et puis, il ne revenait pas, hein. J'ai dit, qu'est-ce que c'était, pourquoi? Moi, jamais je ne pensais ça. Se retrouver directement de général de corps d'armée, commandant Bordeaux, ministre, c'était quand même, enfin, sous-ministre, c'était secrétaire d'État. Pour beaucoup de gens, c'était Bijard, ministre de la Défense, c'était un peu ça. Jean Bijard est, je crois, le seul homme dont j'ai fait la connaissance en l'embrassant. Ça ne fait pas partie de mes habitudes. Et en septembre 1974, il y avait une cérémonie à laquelle je devais participer dans la cour des Invalides, qui était la remise de décorations à des grands chefs militaires. Et la plus grande décoration que j'avais remise, c'était la Grand Croix de la Légion d'honneur, c'est-à-dire notre plus haute distinction française, et c'était le général Bijard. Je ne l'avais jamais rencontré.
Alors, lui remettant la Légion d'honneur, je l'ai donc embrassé, suivant l'usage. Et j'avais une impression étrange, parce que je me disais, celui d'entre nous qui est le plus important par rapport à cette décoration, c'est lui, ce n'est pas moi. C'était un homme d'action, comprenait les militaires, qui comprenait, et qu'en même temps on savait que les militaires devaient se préparer au combat, et bien sûr, naturellement, à la victoire. Et il a été excellent. Il faut dire ça. Parce que souvent on critique des gestions ministérielles ou bien des gestions qui passent, plus personne ne s'en souvient. Mais lui a su en quelques mois, par des initiatives, par des gestes, remettre sur pied le moral, l'organisation de nos forces. On a fait des choix de commandement qui étaient très judicieux à l'époque, c'est-à-dire que ceux qui ont été nommés avec beaucoup d'attention, et uniquement pour leurs valeurs professionnelles et militaires. Et on peut dire que dans l'année qui a suivi, c'est-à-dire entre le début de 1975 et le début de 1976, la situation était rétablie largement grâce à Marcel Bijard. Au bout de 18 mois, je dis, Monsieur le Président, ma mission est terminée, je m'en vais. Il ne voulait pas. Il m'a dit, ma ministre s'en va pas. Ben, je dis, moi, je m'en vais. Voilà, je suis parti. Voilà. Et mon épouse me disait, t'es fou. C'est quand même pas mal d'être ministre. On a un tas d'avantages. Je dis, moi, je m'en fous. Quand un militaire a terminé sa mission, il s'en va. Je suis parti, quoi. Alors, il avait, en effet, pour diverses raisons, sur lesquelles il s'est expliqué, d'ailleurs, le désir de mettre un terme à cette fonction au cours de l'été 1976. Donc c'était un an et demi plus tard, j'ai respecté sa décision. Personnellement, je l'ai regretté. J'avais donc quitté le poste de ministre et j'avais toujours dit jamais je ne ferai député. Quoi. Et puis les gens de Toul m'ont beaucoup demandé, et puis c'est venu du haut, même du président Giscard d'Estaing, qui a dit vous ne pouvez pas vous arrêter comme ça. Mais alors Bijard, maintenant c'est la quille, on se repose. Hein, et je veux dire, pas du tout, il va falloir rempiler, parce que la cause en vaudra la peine. Je pensais que pour nous, dans cette période qui était encore celle de la guerre froide à l'époque, avec de grandes menaces, de grands risques de bouleversement, que quelqu'un puisse parler avec autorité à l'Assemblée nationale des problèmes de défense, c'était tout à fait souhaitable. Et c'est pourquoi que j'ai souhaité que Marcel Bijard soit élu député, et il a été élu. Donc je me suis donc retrouvé à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, j'étais donc, je n'appartiens à aucun parti. Hein. Mon parti c'est la France, mais par politesse pour le président Giscard, j'étais apparenté UDF. Cet après-midi, la vedette a été Marcel Bijard, ancien secrétaire d'État aux armées, comme vous le savez, aujourd'hui un peu plus que simple député, puisqu'il est président de la commission de la défense à l'Assemblée. L'hémicycle était plein quand il a commencé son intervention au nom de l'UDF. Il n'y a pas à dire, Marcel Bijard, c'est un autre style de discours politique, par exemple lorsqu'il parle de l'intervention française au Chabat. Écoutez. Tout paraît facile après parce que ce régiment qui quitte Calvi, qui attend d'abord 2 heures sous les avions, j'ai interrogé les blessés qui étaient à l'hôpital, 2 heures sous les avions sous la chaleur, partir 10 000 km, Kinshasa, mettre un parachute qui n'est pas leur, nouveau modèle, on n'est pas à l'aise quand on... Après, serré dans des avions, serré, il faisait très chaud, puis sauter comme ça sans savoir où on va, il faut le faire, il faut avoir passé par là pour savoir ce que c'est. Bien sûr, après, maintenant, c'est la belle mission, on roule les mécaniques, c'est sûr, mais c'est pas toujours comme ça. C'est un très bon député, assidu, et lorsqu'il parlait, il ne parlait que sur les sujets militaires ou les sujets nationaux, il parlait dans un silence complet. À 71 ans, le député local, régulièrement réélu depuis 78, risque de devoir retourner à son potager. Et pourtant, cet homme est une gueule, un monstre sacré du monde politico-militaire, un homme au charisme exceptionnel, un homme que l'on peut qualifier d'attachant, le général Bijard. Il ne sera pas réélu député en 1988. Toutefois, Bijard ne retournera pas à son potager, loin de là. Constamment sollicité, il est invité partout en France. Ici, à Reims, pour la Saint-Michel, patron des paras, il est venu se joindre à ses compagnons d'armes. Le général Bijard est l'homme le plus décoré de France. Entre autres, Grand Croix de la Légion d'honneur, Médaille de la Résistance, Croix de guerre avec 25 citations et la Distinguished Service Order. Et avec votre esprit, asseyez-vous. Fidèle à vos traditions parachutistes, vous avez souhaité que dans cette journée de congrès de rassemblement, il y ait un temps pour la prière, le recueillement, le spirituel. Et vous avez bien raison,
car c'est dans le spirituel et le religieux que l'homme retrouve ses véritables racines. À l'occasion de la Saint-Michel, une médaille à l'effigie du général Bijard, frappée par la Monnaie de Paris, est inaugurée au profit des œuvres des parachutistes. La médaille à son effigie, je lui remets officiellement, afin que vous puissiez la... Général, j'ai toujours eu pour vous la plus grande admiration pour votre franc-parler, pour votre courage, pour votre abnégation et pour l'exemple que vous donnez aux jeunes et que vous vous efforcez toujours. Chaque fois qu'on vous voit à la télévision, on dit quand le général Bijard parle, c'est la France. Je voudrais vous remettre cette grande médaille de la ville de Reims gravée à votre nom, bien sûr. Nous la remettons extrêmement rarement, c'est pour les grands serviteurs de l'État, ceux qui ont rendu les plus grands services et pour lesquels la ville de Reims a la plus grande admiration. C'est pourquoi, mon général, je vous prie d'accepter cette médaille que je vous offre avec tout mon cœur. Merci, monsieur le maire. Vous voyez le boulot que ça fait quand même, l'éditeur se rend pas compte, hein, il faut... Alors lui, oh là, il met un tas de photos, voilà. Adjudant-chef Constantin. Je suis étudiant en droit à Lyon. Je termine tout juste votre dernier livre et j'ose vous écrire. Vous qui êtes couvert de gloire en Algérie et surtout en Indochine. J'ai envie de vous dire que ce livre a été pour moi une bouffée d'air frais, une sorte d'enchantement, voir qu'il existe encore en 1994 des hommes qui aiment la France, qui lui ont donné toute leur vie et qui n'hésitent pas à l'acclamer, réchauffe le cœur. Et je continue comme ça. Bon, un autre style, ce matin, c'est toujours avec un immense bonheur que je vous vois paraître trop brièvement à la télévision. J'étais un peu candidate au suicide et votre lettre m'a réconforté, je n'ai plus le droit. Alors on voit de tout, hein. Alors d'autres qui disent, mon général, la France n'est pas commandée, il faut un seul patron. Un autre me dit, mon général, vous dites qu'il faut faire un pas encore. Allez jusqu'au bout, mon général. Prenez la présidence de la République, on a besoin de vous. Alors je leur réponds, je suis quand même un peu râpé, quoi. Enfin, vous voyez, il y a de tout dans ces lettres. Alors, c'est quand même réconfortant quand il n'y a pas une lettre d'engueulade, ni de mépris. C'est rien que des choses comme ça, sans arrêt. Il y en a des jeunes de 17, 18 ans, il y a des dames de 90 ans. Il y en a d'autres de 25 ans, il y a des étudiants, ça me donne une vision de la France quand même qui est inquiète. Je crois que toutes ces lettres, en les sélectionnant, en faisant un livre, on aurait une vision de ce qui se passe en France. C'est quelque chose de formidable. Deux, c'est quoi deux? Que de souvenirs, hein. Que de souvenirs et de... Madame la générale, madame le ministre. Oui, oui. Bah oui, oh non, mais enfin, bah oui, pas... oui. Non, mais enfin, j'étais heureuse n'importe comment. Quand on va d'où hein. elle est sortie, quand quand j'étais même. adjudant, j'étais aussi heureuse, hein. Oui, je sais bien, mais enfin, Voilà. c'est quand même mieux, oui. J'étais adjudant, mon Dieu, on a des beaux souvenirs, hein. Si j'ai ressorti de la brousse à la jungle, si je ressors un album qu'on a fait en Indochine, ça c'est pour qu'on n'oublie pas tous ces morts, de façon à ce que l'oubli ne les ensevelisse pas une deuxième fois. Moi, à mon âge, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas besoin de fric, j'ai pas de besoin, je mène toujours la même vie que j'ai menée, j'ai pas besoin de fric, mais je pense qu'il faut laisser quelque chose. Et si à 78 ans on n'y pense pas, quand on y pensera, quoi.